Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors aujourd'hui, fiche de lecture, ça faisait longtemps. On va parler d'un livre de Maurice Bardèche qui s'appelle Sparte et les sudistes. Donc c'est un essai de philosophie politique qui a été écrit en 1969. Donc on est dans une période particulière, on est dans une sorte de transition, en Occident en tout cas. Donc vous savez qu'il y a eu mai 68 juste un an avant et ça a eu des conséquences, pas seulement en France, mais dans le monde entier, notamment occidental, des conséquences notamment sociétales. Donc vu la période particulière, ça peut être considéré comme plus un manuel de guerre qu'un essai de philosophie. Ça va beaucoup plus loin en fait en fonction des conceptions que l'on a. Donc guerre, pourquoi? Guerre contre soi, puisqu'il nous enjoint à demeurer à notre place. C'est un peu de la même manière qu'Otto Weininger, qui analyse les rapports humains sous le prisme H et F pur. Si vous suivez Stéphane Edouard, vous voyez de quoi je parle. Grosso modo, H pur, eh bien c'est l'homme dans tout ce qu'il a de caricatural, et F pur, c'est la femme dans tout ce qu'elle a de plus caricatural. Donc ce sont des schémas, ce sont des concepts. Il y a une part de F et de H en chacun d'entre nous. Et Maurice Bardèche fait un peu le même travail. Il dépeint deux types d'hommes que l'on trouvera à chacun de nous à divers degrés. Donc on a le Spartiate, qui est le guerrier déterminé et protecteur, le sacrifié, tandis que le sudiste, c'est celui à qui incombe le devoir d'assurer la pérennité de la cité en maintenant le feu de la civilisation allumé. Et Maurice Bardèche précise que, à un moment de péril ou de tension, le Spartiate devra se sacrifier pour que les sudistes puissent durer et continuer à vivre et surtout féconder. Et vu que Maurice Bardèche est conscient que tout le monde ne peut pas être un héros, eh bien, il va falloir choisir entre, in fine, qui va être Spartiate et qui va être sudiste. Tout le monde ne peut pas être aussi valeureux qu'un Spartiate face à l'adversité. Donc le livre de Maurice Bardèche peut être considéré comme un manuel de guérilla culturelle. Donc d'abord, qui est Maurice Bardèche? Alors il est né en 1907 et mort en 1998. C'était l'ami et le beau-frère de Robert Brasillac, donc issu de la tradition républicaine la plus classique. Il était en classe au lycée Louis-le-Grand, il s'est lié d'amitié avec Robert Brasillac, qui a été fusillé le 6 février 1945, vous irez lire son histoire. Il est également ami de l'écrivain Paul Gaden, il a fait l'école normale supérieure, il a fait notamment la connaissance de Simone Weil, entre autres. Donc Maurice Bardèche a été reçu à l'agrégation de lettres en 1932 et il consacre sa vie à l'enseignement, à l'écriture et de façon beaucoup plus ponctuelle à la politique. Après l'assassinat de son beau-frère Brasillac, il publie un livre qui s'appelle Nuremberg ou la Terre promise, livre pour lequel il sera condamné à 1 an de prison ferme et à 50 000 francs d'amende pour apologie de crimes de guerre. Donc malgré tout, c'est un écrivain considéré comme d'une grande qualité, mais son engagement intellectuel et moral vis-à-vis, on va dire, de la collaboration, fera de lui un maudit parmi les lettrés, de telle sorte qu'aujourd'hui il est très peu lu et assez peu connu, y compris parmi les intellectuels ou les gens de lettres. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Donc l'essai qui nous intéresse ici ne fait finalement que nous rappeler, à travers ces deux archétypes que sont le Spartiate et le sudiste, que des centaines d'années d'histoire européenne ont forgé des hommes avec des qualités qui sont indispensables selon Maurice Bardèche. Maurice Bardèche décrit des qualités indispensables qui doivent être au-dessus de tous les avantages donnés à la naissance par la fortune ou par les alliances. Il dit que c'est par ces qualités indispensables qu'il doit y avoir une hiérarchie et non d'autres critères. C'est avec ces qualités qu'on choisira l'élite. Donc pour lui, ces qualités sont simples, c'est le sentiment de l'honneur, le courage, l'énergie, la loyauté, le respect, la loyauté, le respect de la parole donnée, le civisme. Donc le prologue de son livre commence par un constat froid que l'on pourrait reprendre à notre compte encore en 2020, à propos de l'état d'esprit général de nos contemporains. Je le cite, « Et si tant de gens se laissent faire sans protester l'opération qu'on fait au matou pour les transformer en chats paisibles ?» Vous savez de quoi on parle. C'est en grande partie parce qu'ils ne voient pas très bien à quoi peut leur servir ce qu'on leur enlève. Ils pensent même confusément que cela ne peut servir qu'à de vilaines choses. Fin de citation. À nous donc la charge de rappeler aux châtrés de notre époque que la virilité, c'est virtus, à savoir l'ensemble des qualités qui font la valeur de l'homme moralement et physiquement. Car si Sparte et les sudistes est un manuel de guerre, il est aussi précisément parce qu'il désigne et décrit notre ennemi, son mode d'action et comment le combattre. L'ennemi, c'est d'abord soi-même, et c'est aussi l'ensemble des promoteurs de ce qu'on appelle le confort. En fait, c'est toute la société du spectacle, toute la société de consommation, toute la novlangue que nous connaissons aujourd'hui, et tout ce qui fait en fait que le danger n'apparaît pas si urgent que ça. On se laisse aller en fait. Or, le danger est là, mais il est invisible. En fait, le danger, ce sont les esprits vidés de toute substance. Pour le dire encore plus simplement, le livre Sparte et les sudistes de l'auteur Maurice Bardèche, est une vision de l'homme et du monde profondément chrétienne, remettant chacun à sa place et nous rappelant comme un dernier avertissement la juste charge que chacun de nous doit accepter de porter
si l'on veut durer un peu plus dans l'histoire au niveau collectif. Donc pour mieux comprendre la tournure d'esprit de Maurice Bardèche, commençons par nous pencher sur le premier chapitre intitulé « Sur la route du progrès ». Donc ce qui nomme le progrès, c'est l'effet sans cesse renouvelé mis en action de la révolution industrielle menée par une caste d'hommes qui en tire profit au détriment de qui? Au détriment de l'humain. Selon lui, l'uniformisation des existences paraît être un effet inéluctable de la civilisation industrielle, et l'alignement conformiste un effet transitoire de la propagande. Pour l'auteur, avec la vision chrétienne qu'il a, ces résultats proviennent de l'application d'un même mécanisme de l'abrutissement. Il s'agit dans les deux cas d'une rationalisation de l'être humain, qui porte sur la vie extérieure d'une part, et sur la vie intérieure d'autre part. Cette rationalisation a pour objectif le décèlement, l'extirpation et la destruction de toute personnalité. Donc il souligne ici que collectivement nous devrions tous voir que le prétendu progrès, qui a viré au progressisme aujourd'hui, a une conséquence en grande partie néfaste pour l'essentiel des hommes. Un point essentiel de ce premier chapitre est de nous montrer que le rejet de notre part animale, loin de nous propulser sur la voie de notre plus grande humanité, nous retire précisément ce qui faisait le fondement de notre vocation d'homme. La part animale des hommes leur ont permis en fait, pendant des millénaires, de se projeter vers le ciel. L'animalité de l'homme rappelle tout simplement la vocation paysanne, la vocation familiale, sa vocation de défenseur, de petit souverain de la maison, de son champ, et remet à tout moment l'individu, l'homme, à l'échelle tout simplement humaine et naturelle. Selon l'auteur, c'est ce rapport qui le protège contre les passions destructrices des hommes, contre les déchaînements planétaires de la cupidité ou des idéologies diverses modernes. Ce qui menace donc, ce n'est pas seulement une décrépitude de l'homme, mais c'est purement et simplement la disparition de l'homme par son besoin devenu existentiel de la machine qui le dépossède de lui-même. Bardèche dit que la conscience, qui était un cri dans nos poitrines, est devenue un instrument de travail. Mais Bardèche ne se contente pas de décrire l'effondrement de l'âme humaine ainsi que de son corps. Il présente aussi l'arme et celui qui la détient. L'arme, c'est, dit-il, quelque chose d'infiniment plus raffiné, pervers et dérivant. C'est l'invasion permanente et la cohabitation forcée de la publicité. La publicité, aujourd'hui, se dérive en tout un tas de choses qui constituent tout notre environnement, y compris nous-mêmes et nos semblables, qui s'en font le relais permanent. Tout ça dans un but commercial. Donc pour lui, ce viol des consciences, cet abrutissement dû à la publicité doivent être endigués par une option morale qui se distingue de l'option Washington et de l'option Moscou. Donc on est en pleine guerre froide, on est en 1969. Donc selon lui, l'option morale, c'est l'idée même que l'homme doit se restaurer. Et son mot d'ordre, c'est tout simplement « souvenez-vous de vivre ». Avant de s'attaquer à la description de ce qui fait de l'homme moderne, on va dire, Bardèche fait un aparté dans lequel il présente différentes raisons de son engagement moral et politique, dans un chapitre intitulé « Biographie intellectuelle d'un nationaliste », dans lequel il décrit aussi les détails historiques qui ont amené au désastre humain qu'il constate. Il décrit notamment le renversement des valeurs rendues possibles par la puissance des canaux publicitaires. Je vais citer un long passage, je ne vais pas le citer en entier parce qu'il est très long, donc ouvrez les guillemets. « Nous avions l'impression qu'une humanité inférieure s'était arrogé le pouvoir parmi les hommes. Nous détestions cette intrusion dans nos âmes par mille canaux qui diffusaient une nourriture abjecte. Le monde mercantile nous habillait de force par ses guenilles. Insensiblement, les hommes s'engourdissaient sous l'effet de ce poison répandu en musique. Ils devenaient ce qu'on leur disait d'être. Nous avions l'impression de vivre dans un pays occupé. » Fin de citation. On remarquera d'ailleurs dans son livre que la description qu'il fait des hommes politiques, eh bien, il y a quelques parallèles à faire avec nos politiciens contemporains. Donc je cite encore, ouvrez les guillemets, ont trouvé dans leur carrière l'indiscipline, la déloyauté, l'asservissement à l'étranger, la haine, le meurtre, le mépris de la justice, l'ignorance de toutes les formes de générosité. Enfin, ils étaient tout le contraire de ce qu'il aurait fallu qu'ils fussent pour inspirer le respect. Ils avaient systématiquement persécuté la loyauté, le courage, le civisme, chaque fois qu'ils les avaient rencontrés, et ils les avaient calomniés et salis. Fin de citation. Nous, on regarde des valeurs occidentales de rupture, dues notamment à mai 68 et à tous ses antécédents. Eh bien, Maurice Bardèche appelle de ses vœux à un renouveau de la civilisation européenne. Il rappelle notamment qu'en chacun d'entre nous se trouve quelque aspiration qui entraîne tantôt vers Sparte, tantôt vers les sudistes. Donc la plupart du temps, ce sont les circonstances en fait qui nous amènent à soutenir une conception spartiate, tout en regrettant qu'elle ne fasse pas plus de concessions aux sudistes ou inversement. Donc avec ces deux concepts, il va pouvoir articuler les tendances humaines sur les plans de la sociologie et de la biologie, un peu comme Otto Weininger, comme on l'a dit au début, mais également des tendances politiques. Donc en se référant avec les deux entités combattantes, chacune à sa manière, il parvient à décrire des types d'hommes qui peuvent être à l'origine d'une cité idéale selon lui. Une cité idéale qui est capable d'une adaptation à de multiples circonstances, de la défense avec l'hoplite spartiate, le guerrier, et la garantie de la perpétuation de la tradition avec l'insoumis sudiste. Donc selon lui, c'est avec ces deux tendances qu'on peut refonder le sens en permanence face aux différentes évolutions de la société et aux évolutions de l'histoire.
Ainsi dit-il du Spartiate, je cite, « Avant tout, Sparte est une certaine idée du monde et une certaine idée de l'homme. C'est pour cela qu'elle fait peur. Sparte croit que finalement, c'est l'épée qui décide, qu'on ne peut échapper à son verdict, que les cités qui oublient que la liberté se défend à chaque instant sont déjà, sans le savoir, des cités esclaves. » Fin de citation. Donc nous voyons donc ici que le Spartiate représente cette puissance ultime et primordiale qui méprise les biens terrestres et qui ne reconnaît que la valeur d'une vie vécue à protéger la liberté. L'homme de Sparte a eu l'impression que sa vie était utile, que sa vie brève a été unique et qu'elle ne lui a pas été dérobée, mais qu'elle prolonge un élan qu'il sent en lui et qui donne tout simplement un sens. Donc voilà la description grosso modo du Spartiate, celle d'un homme d'honneur au prix d'une vie de renoncement au service tout simplement de la cité. Mais de quelle cité parle-t-on? Évidemment, c'est pas la merde démocratique actuelle, qui n'est pas issue d'ailleurs de la Grèce antique. L'auteur dit que le monde actuel, c'est plutôt ce qu'il nomme la victoire des Yankees, s'opposant aux sudistes. Donc la victoire des Yankees, c'est la victoire d'une certaine morale, avec une certaine conception de l'homme et une certaine conception de la vie. Donc grosso modo, c'est la victoire du dollar, de la société de consommation, de la monotonie de la vie, etc., etc. Et donc voici ce qui fait le sudiste pour Bardèche, qui est en opposition aux Yankees et à l'homme robot actuel, moderne. Je le cite, « À la rectitude correspond la modération, qui est l'équilibre d'un grand caractère, et dans les manières, la politesse qui implique le contrôle de soi, la modestie et les égards dus aux autres. Au courage correspond la bonté du fort, et notamment la générosité envers l'ennemi vaincu. Enfin, à la loyauté correspond l'estime pour ceux qui refusent le mensonge et l'équivoque. L'égalité qui leur est consentie et en contrepartie, la séparation qui relègue ceux qui refusent cette rigueur, ceux que leur métier invite à la flagornerie, à l'artifice ou à la fraude. Le marchand est exclu par cette morale de l'intransigeance, non pour ses richesses, mais pour l'origine servile de ses richesses. Tel est le fond de la morale sudiste, qui n'est rien de plus que la résonance sur toute la vie de la morale virile, quand les religions et la métaphysique ne l'altèrent pas. Donc on pourrait dire du concept du sudiste qu'il est la morale même, l'instinct retrouvé de l'homme, le bon sens tout simplement. Donc pour Bardèche, l'affection des enfants au père est sudiste, la douceur du commandement est sudiste, la confiance, le respect est sudiste, sont sudistes, les rites sont sudistes, et il précise également que les sudistes sont une espèce d'homme qu'on retrouve dans toutes les races et à travers tous les continents. Je continue la citation. Pour l'auteur, l'amour est sudiste, il est la forme de ségrégation la plus impertinente. Quand on aime quelqu'un, c'est pour discriminer les autres. Donc c'est une ségrégation, c'est une discrimination. L'érotisme est au contraire, selon lui, un produit des systèmes et de la falsification. Les femmes énergiques sont un produit sudiste, elles sont naturellement patientes et résistantes, elles résistent et elles tirent au fusil aussi bien que n'importe qui. Les sudistes aiment que les femmes soient vraiment des femmes et que les hommes soient vraiment des hommes. Mais il se passe en ces matières des conseils de la publicité. Fin de citation. Donc nous voyons donc que ces conceptions de Sparte et de sudistes se retrouvent dans chacun d'entre nous à des degrés divers, mais on peut également dire qu'elles correspondent à deux entités qui se répondent. L'État, c'est Sparte, avec la potestas, le pouvoir qui entraîne le devoir de protéger et de combattre, et la morale, qui est plutôt sudiste, qui possède le devoir de conserver et de prolonger. Bardèche dit qu'on est spartiate ou on est sudiste selon les temps et les circonstances. Selon l'auteur, le meilleur des États serait celui dont Sparte fournirait l'armure et les sudistes la pensée. C'est un royaume d'utopie qui combinerait les vertus de Sparte et les aspirations des sudistes. Donc l'auteur spécifie bien ici qu'il ne s'agit pas de rêver d'un monde idéal, pas plus que de détruire le monde dans lequel nous vivons pour rebâtir sur des cendres. Selon lui, c'est un esprit nouveau qui doit souffler sur le monde dans lequel nous vivons pour le transformer. Donc il plaide pour une hygiène des cerveaux et une redistribution des pouvoirs dont nous avons besoin. Mais pour qu'une élite se dégage véritablement, il faut qu'il y ait une lutte. La lutte, c'est d'abord la lutte contre soi, comme on l'a dit au début. La lutte contre soi permet de retrouver en nous la part de sudiste et de spartiate, pour ensuite lutter à tout niveau qui nous sera donné de vivre, et pour infuser dans la cité nos idées, ainsi que nous-mêmes comme modèles, et si ce n'est pas nous, eh bien c'est ceux qui viendront après, et auxquels nous aurons transmis cet héritage en question. Donc ainsi vous comprenez en quoi cet essai peut être vraiment compris comme un manuel de guerre, et non comme un simple essai de philosophie politique, destiné uniquement à penser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Elena d'avoir écrit cette belle fiche de lecture. J'espère que ça vous a donné de la force. Personnellement, moi, c'est le genre de livre qui me gonfle à bloc. Donc je vous mets le lien en description. Vous pouvez trouver le livre sur contreculture.com ou dans toutes les librairies qui tolèrent le non politiquement correct. La tolérance, c'est important, vous le savez. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. On se voit en 2021. À plus.
abonne-toi, 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 abonne-toi.
Hier, lors d'un repas chez moi, un couple d'amis m'a offert un livre. Il suffit d'écouter la phrase que je viens de prononcer, qui est authentique. En effet, hier, un couple d'amis m'a offert un livre dans cette même pièce pour que vous visualisiez. Vous visualisiez la phrase que j'ai vue. Vous allez voir peut-être une pièce, vous allez voir un couple, vous allez me voir moi, et vous allez voir un livre. Et puis, vous aurez une représentation de ce livre, peu importe qu'il soit grand, petit, large, épais, mince. Vous allez vous représenter un livre. Vous allez voir un ensemble de pages assemblées, vous allez voir des caractères imprimés dessus, vous allez voir une couverture et vous allez voir une épaisseur, et vous savez que ces pages assemblées les unes avec les autres vont représenter une histoire. Ça, c'est l'existence générale qui désigne tout type d'objet. On va dire là, ça pourrait être un livre horizontal, vertical, petit, grand, en noir et blanc, en couleur, peu importe. On a l'idée générale du livre grâce aux termes qu'on a inventés. Ça, c'est notre monde mental qui arrive. Sinon, ça serait dispersé et puis on comprendrait pas du tout comment communiquer. Les mots, on invente les mots. Les mots sont inventés pour nous permettre de conceptualiser et ne pas se perdre. Le livre qu'on m'a offert, c'est ce livre. 1984 de George Orwell, réédité chez Grasset. Et donc, ça fait quelques mois maintenant, en fait depuis le mois de mars, que je note des expressions qui me semblent particulières dans cette crise sanitaire que nous traversons, mais crise sanitaire, mais aussi crise économique, crise sociale, crise de sens également. Et donc, cette histoire vraie, qu'on m'a offert un livre hier, m'a donné l'opportunité de synthétiser à la volée comme ça, donc ça ne sera pas parfait. Et je vous demande de compléter un petit peu ma synthèse en commentaire, ça sera bienvenu. Eh bien, ça me donne l'opportunité de revenir sur ce nouveau langage, ce nouveau verbiage, et surtout cette novlangue prof au Covid. Alors, ceux qui ne connaissent pas 1984, l'œuvre de George Orwell, eh bien, je vous invite à la découvrir en lecture. Alors là, c'est une édition BD chez Grasset, mais vous avez un livre de poche. Et donc, dans ce livre-là, qui est dystopique, on va dire qu'il n'est pas une réalité, beaucoup y font référence dans cette crise, que ce soit les penseurs, les philosophes, voire même les linguistes, eh bien, vous allez trouver de la matière à approfondir. Et donc, comme je disais, toutes ces composantes de la société, philosophes, psychologues, linguistes, partagent cette idée que le langage est le propre de l'homme, et c'est ce qui donne accès à la pensée. Et sans ce langage, il n'y aurait pas de pensée construite, élaborée. Nous vivons tous dans un univers fait d'impressions, de subjectivité, de sensations, d'images, et les mots déterminés, partagés, nous permettent de codifier une pensée, d'élaborer une pensée, de la partager, de la faire comprendre. Et donc, dans le cas de cette crise inédite, eh bien, de nouveaux termes sont développés, il y a des néologismes, il y a aussi des mots qui ont un sens détourné, il y a aussi des anglicismes, et on va le voir tout ça un peu pêle-mêle, pour voir en fait est-ce qu'il y a un effet, puis comment ça peut agir sur notre pensée. Si on ajoute de nouveaux mots, si on donne de nouveaux sens aux mots, forcément notre pensée va évoluer. Et donc le but, c'est de comprendre dans quel sens, évidemment. Je rappelle, on réfléchit avec des mots et non l'inverse. Souvent, on crée la pensée crée le mot, c'est l'inverse. En fait, on peut conceptualiser à partir de mots. Donc si on modifie les mots, eh bien, on va modifier la manière de penser, de réfléchir et de concevoir et d'interagir avec le réel. Par exemple, ces dernières années, beaucoup, ceux qui connaissent un peu le marketing savent de quoi je vais parler, mais il y a une grande tendance dans les administrations, dans les discours politiques, dans le management, dans le marketing, à supprimer un maximum les mots négatifs. Alors ça vient aussi, alors on pourrait dire, ça vient de la CNV, ça vient de la PNL, donc ça c'est des sciences du langage. Mais en gros, si on supprime des mots négatifs, il va ne rester que des mots positifs. Donc, avec des mots positifs, on va générer une pensée positive. Donc, par exemple, quelques licenciements, c'est négatif. Plan social, bon, plan social, c'est des mots plutôt positifs. C'est un peu mieux. Et donc, tout ça, c'est évidemment réfléchi. Et il y a toute une terminologie dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, dans le monde des ressources humaines et dans la politique qui vise à éradiquer, petit à petit, éradiquer, c'est un mot négatif, éradiquer le plus largement possible ces mots-là. Donc, s'il n'y a plus de mots négatifs, il n'y a plus de controverse, il n'y a plus d'opposition. Par exemple, on ne dit plus détruire. On ne dit plus détruire, on va dire réinventer, reconstruire. C'est positif une invention. Qui est-ce qui va s'opposer à une invention? Personne n'est contre les inventions.
Sauf que réinventer, il y a le préfixe ré qui est disruptif, ça reste de la destruction. Mais une invention, ça reste un terme positif. Et on va le voir. Et c'est pour ça que dans les langages politiques actuels, vous avez beaucoup, il faut innover, réinventer. Derrière, en fait, il n'y a ni plus ni moins que de la destruction et de faire table rase. Et puis, pareil, est-ce qu'on le progrès, projet, personne n'est contre le progrès, personne n'est contre un projet, mais quel est le contenu de ce projet et que représente le progrès exactement? Si on peut changer le terme, certains termes, des fois on ne peut pas les changer, eh ben on va essayer de mettre des mots antagonistes pour essayer de le changer, de changer le sens. Et on a vu apparaître ces dernières années le mot de croissance négative. C'est pas bien de dire qu'on est dans un pays en récession ou en décroissance, donc on va dire on a une croissance négative. Normal, puisque nous vivons dans un monde où il faut une croissance toujours plus de rendement. On est dans une société ultralibérale, donc il faut produire. Donc on va même jusqu'à inventer un terme complètement fou, opposé, antagoniste, croissance négative. Et vous le voyez dans le monde de l'économie, puisque récession et décroissance, ce sont évidemment des termes à proscrire. De la même façon, vous n'avez pas le ministère des Armées, mais vous avez le ministère de la Défense. Se défendre, on est en réaction. Le ministère des Armées, ça veut dire qu'on attaque. On fait la guerre, sauf que c'est pas vendeur, entre guillemets. Et là, on l'a vu dans les dernières années aussi, le mot manifestation s'effacer de plus en plus. On est plus dans une notion de rassemblement. C'est-à-dire, contrôler un rassemblement, c'est l'équivalent de réprimer une manifestation, mais dans la tête, on construit une autre pensée. C'est plus doux, c'est plus positif. Et ça revient au fameux « et en même temps », qui est très couru depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on dit une chose, et en même temps, on va dire son contraire, ce qui fait que la pensée est perdue, et qu'on ne sait plus trop bien où situer justement sa pensée, et ça laisse dans la confusion. Bien comprendre que tout cela est conceptualisé, réfléchi, débattu, avec des agences, des linguistes, des neurologues, pour activer certaines zones du cerveau, et puis des personnes qu'on appelle des spin doctors, ce sont des cabinets qui sont là pour auditer, chercher, conseiller. Je le sais aussi, puisque dans une autre vie, j'ai travaillé dans la publicité de luxe aussi. Bon, j'étais du côté informatique, développement, mais je voyais bien ce qui se passait et comment les couleurs, les termes étaient choisis pour répondre à des stimuli de zones de cerveau très précises, pour déclencher l'action positive, l'euphorie qui pousse à l'acte d'achat, évidemment. Et la politique, c'est essentiellement de la communication et rarement de la communion. Les mots négatifs ont un sens effrayant. Et donc, quand on va les utiliser, ça va être un dessein. Ça va être pour faire peur. Par exemple, « nous sommes en guerre », répété 6 ou 7 fois, avec un aplomb particulier. On voit bien que c'est travaillé. De la même façon que là, depuis aujourd'hui, dans la région dans laquelle j'habite, nous sommes en couvre-feu. Alors, normalement, ce sont des mots très forts. Guerre, couvre-feu, c'est extrêmement violent, alors qu'il s'agit d'une crise sanitaire où 99,95% des personnes survivent. Donc, mine de rien, ça ne paraît pas très guerrier, mais donc c'est réfléchi. Si on choisit guerre, si on choisit couvre-feu, c'est pour induire quelque chose, et évidemment un sentiment d'insécurité. Alors, si on varie les associations de concepts, qu'on les oppose, qu'on les mélange, on va arriver à ce qu'il y a dans ce livre-là, ce qui est fameux, la fameuse association, c'est la paix, c'est la guerre, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, et puis on pourrait aussi rajouter l'absence d'éthique, c'est l'éthique. Eh bien, c'est tout le contenu de ce livre-là, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu un glissement. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire dans les sociétés occidentales qu'il fallait faire la guerre à des ennemis pour avoir la paix. Donc faire la guerre, c'est la paix. Et aujourd'hui, ce qu'on nous vend, par exemple cette année, c'est que l'hypersurveillance et le contrôle, c'est la sécurité, et que l'obligation, la contrainte et les amendes, c'est au nom de la liberté. Donc, le contrôle, c'est la sécurité, l'obligation, c'est la liberté, alors que ce sont des antagonismes, et c'est là-dessus qu'on communique. Un terme très négatif qu'on a aussi développé beaucoup ces derniers mois, c'est le terme complotiste. Alors c'est un néologisme qui date depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années environ, qui n'était pas utilisé avant. Alors complotiste, c'est ceux qui dénoncent un complot ou qui verraient des complots. La notion de complot, le terme complot, existe depuis des siècles
des siècles et des siècles et des siècles, mais on n'entend jamais le mot comploteur. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un complotiste, il faut qu'il y ait un complot éventuel. Mais en fait, si on regarde l'histoire, il y a des complots à toutes les époques, dans toutes les civilisations. C'est bourré de complots, toute l'histoire est bourrée de complots. Par contre, dans l'époque moderne, il n'y a que des complotistes, il n'y a plus de comploteurs. Donc, s'il n'y a que des complotistes et pas de comploteurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de complot. Donc, il y a une source de vérité, une source d'information. Et ça, c'est intéressant, ce mot-là de complotiste, on pourrait presque prendre une vidéo pour le détailler, mais après, peut-être qu'on le fera. Mais ce qui est important, c'est que pour 1000 fois où on entendra le mot complotiste, on n'entendra pas une fois le mot comploteur. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais entendu dans les médias, ce qui sous-entend qu'on peut fustiger facilement quelqu'un et que ça ne peut pas être une réalité, puisque si un mot existe sans son opposé, ben, ce mot n'existe pas. Il y a toujours une opposition. Donc s'il y a un complotiste, il y aura forcément un comploteur. Mais il n'y a pas de comploteur. C'est un mot négatif, très agressif. C'est une attaque qui est souvent utilisée pour couper le débat ou en dernier cours. C'est-à-dire si on n'a plus d'arguments, bah, clac, on sort complotiste. Et voilà, le tour est joué, je dirais, le débat est clos, le mot étiquette est posé, et puis c'est fini. Alors, on a utilisé un nouveau mot, on a inventé un nouveau mot, je ne sais pas, hein, donc je dis on parce que nous vivons dans la même société de langage, c'est le mot rassuriste qui est apparu cette année. C'est plus doux que complotiste, mais s'il y a des rassuristes, il devrait y avoir des alarmistes. Or, il n'y a jamais d'alarmistes. Mais ce sont deux mots utilisés, deux mots étiquettes qui sont utilisés, hop, on les colle sur la personne qu'on a en face de nous et on court-circuite le débat. Alors, il y a plein de rassuristes, mais il n'y a jamais d'alarmistes. Par exemple, je dis, s'il n'y a pas de deuxième confinement, il y aura 400 000 morts. Je sors ce chiffre de mon chapeau, mais je ne suis pas alarmiste, par exemple. Ou on nous a dit, s'il n'y a pas de premier confinement, c'est 500 000 morts minimum assurés en France. Il n'y a pas eu, mais cette personne n'a pas été qualifiée d'alarmiste. On a dit, oh ben, on ne savait pas où on allait, donc les statistiques, c'est variable. Mais il aurait pu dire, on va avoir 10 000 morts seulement, et il aurait peut-être été rassuriste, mais il a été ni rassuriste, ni alarmiste, et donc vous n'avez en fait que des alarmistes, que des complotistes, mais pas d'alarmistes, ni de comploteurs. Le Premier ministre aussi a induit une notion d'anté-confinement. C'est-à-dire confinement, c'est un mot, alors là, pareil, on pourrait en parler des heures, parce que c'est un mot qui existe très peu, en fait, dans la science, et en épidémiologie, quasiment pas. Et là, on l'a étendu à grande échelle et mondialement, et derrière, on a amené la notion d'anté-confinement. Alors, c'est ainsi que des mots qui pouvaient exister ont été redéfinis, on a redonné un sens, réinventé, donc détruit, pour coller à une nouvelle réalité. Tous ces néologismes qui se créent spontanément ont un intérêt social très important. Et c'est celui qui va viser à anéantir une pensée préalable. Par exemple, on a inventé, alors je dis on a inventé le terme confinement préventif, deuxième vague, distanciation sociale. Donc c'est trois termes qui n'existaient pas avant. Alors, on va dire déjà confinement, c'était peu utilisé, mais là préventif, c'est-à-dire qu'il n'était même pas prouvé scientifiquement que le confinement agissait, qu'on était déjà dans la prévention. Deuxième vague en épidémiologie, et en virologie, ça n'existe pas, la notion de vague. Ce n'est pas entendu du tout comme ça. Et distanciation sociale, encore moins. Et donc, vous allez après avoir des termes qu'on a rabattus beaucoup. Isolement, geste barrière, attestation de déplacement, qui n'existait pas. Bulle de contact, patient zéro. Bon, même si là, sur les dernières, ça existait. Mais là, ça a été vraiment une nouvelle vague, vraiment tournée sur l'individu. Alors, il y a beaucoup de détournements de sens. Et actuellement, comme je disais, nous sommes en couvre-feu, donc un terme qui est utilisé uniquement en cas de guerre. Donc c'est quelque chose qui est plutôt important. On entend ça plutôt en Algérie, en Syrie. On dit voilà, il y a couvre-feu à telle heure. Et là, nous arrivons en France pour n'importe qui, hein, qu'une personne soit agressive ou non, malade ou pas. Et ça fait référence au premier discours du mois de mars. Nous sommes en guerre, qui a été répété 7 fois. Et c'est évidemment à mettre en perspective, toujours avec le fait d'avoir des mots positifs. On cherche des mots positifs systématiquement dans des discours. Et là, on arrive avec des mots qui font très peur et très agressifs. Donc, c'est évidemment d'avoir un but précis, celui de déclencher la peur, si ce n'est la terreur, lorsqu'on le répète et qu'on le martèle. Puisque, évidemment, il y aurait, on pourrait dire, confinement nocturne. Ce serait plus doux. Mais on choisit le terme de couvre-feu. Dans cette recherche de déviation de science, d'orientation du science, il y aura aussi le mot, comme je l'avais dit, de distanciation sociale. On a choisi le terme de distanciation sociale plutôt que distanciation sanitaire ou distanciation physique. Évidemment, ce n'est pas anodin, les mots ont un sens fort, et psychologiquement et inconsciemment, ils vont générer une pensée qui est tout autre.
est forcé à un formatage, à une acceptation autre de la réalité, jusqu'à l'incohérence et l'illogisme le plus total. Pour moi, l'illogisme le plus fou, c'est le terme de malade asymptomatique. C'est-à-dire qu'on tente de faire penser à une population que des personnes en pleine santé sont malades, voire dangereuses pour les autres. Et ça, c'est un tour de force linguistique assez incroyable, puisque malade et sans symptômes sont opposés, ils sont antagonistes. On ne peut pas les faire, c'est noir et blanc. Voilà, ça ne va pas ensemble, ça ne peut pas se mêler. Eh bien si, malade asymptomatique. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire, c'est un malade qui s'ignore. On parle même plus de personnes en santé positive, éventuellement, ou qui possèdent un résidu viral. Non, on n'est pas là-dedans. On est sur malade asymptomatique. Donc la personne n'est même plus considérée comme saine, et c'est ce qui se passe. C'est que tout le monde est un malade ou un vecteur potentiel. Donc c'est la peur encore qui domine, et l'individu n'existe plus. Il est catégorisé. De la même façon qu'il y a des associations folles, il y a eu circulation active du virus, comme s'il existait une circulation inactive, ce qui est impossible évidemment. Pourquoi rajouter active? C'est-à-dire ça donne encore plus d'emphase, d'agressivité. Alors c'est Orwell, dans son livre, il a inventé une novlangue. C'est pas une langue, c'est une anti-langue, sinon il aurait appelé ça New Lang ou New Language. Or c'est novlangue. C'est vraiment de dire c'est une destruction de la pensée. Et là, avec des termes comme ça, on détruit toute forme de pensée. Malade asymptomatique, c'est simplement un mot qui relève de la folie. Il n'y a rien d'autre. Et donc, dans tout ce verbiage-là, où se retrouve l'individu? C'est-à-dire qu'on dit, vous êtes malade asymptomatique. Je suis malade ou je suis en bonne santé? Je suis quoi? Moi, je me sens parfaitement bien. Oui, mais vous êtes malade asymptomatique. Eh bien, à la moulinette, on peut être malade asymptomatique, porteur asymptomatique, cas possible, cas probable, cas confirmé, cas contact à risque négligeable, cas asymptomatique. Ça, c'est tous les termes que j'avais relevés. Donc, on doit se définir là-dedans. Dire, je suis cas contact à risque, cas contact possible, je suis quoi là-dedans? Eh bien, on va se faire tester et on ne sait pas trop. Et donc, on erre comme ça, de terme en terme, de néologisme en néologisme, et on essaye de se définir, mais on ne sait pas qui on est. Pour nous, je suis en pleine santé. Ah oui, mais vous êtes malade, mais sans symptômes. Donc je suis pas malade, si, mais asymptomatique. Et là, c'est toute la définition de l'individu qui est à refaire. Alors il y a aussi des anglicismes qui sont à Paris, contact tracing, sourcing, distancing, le fameux cluster, alors qu'on aurait pu dire foyer, mais cluster, ça fait encore autre chose. Et puis on a même eu droit au fameux clapping du premier confinement, c'est-à-dire les applaudissements aux fenêtres à 20h pour les soignants. Alors là, on disait que l'individu est un peu perdu. Et ben, c'est le cas aussi du personnel soignant, et pas que depuis cette crise, puisque là, tantôt, le personnel soignant doit prouver, valider, agréer, tester, bien sûr, donner de la sécurité, protocoliser, définir des traitements stabilisés, avoir des taux d'incidence. Et donc, c'est du chiffre, de la statistique. Et en fait, quand on regarde, il n'y a pas d'humain dedans. Et le personnel soignant devient de moins en moins un savoir humain lorsque ces tâches sont dévouées à la traçabilité, au protocole et au process. Ce sont des tâches qui relèvent de la compétence et de la certification, et ce sont des termes absolument opposés au savoir-faire et au savoir... Enfin, non, ce sont justement des termes de savoir-faire et plus de savoir-être, liés à un comportement. C'est-à-dire on est dans un protocole, dans une tâche, on n'est pas dans une extériorisation, on est dans le faire et pas dans l'être. C'est quelque chose qui est vertical, on va dire qui est hiérarchique, qu'on intègre comme un processus et qui obéit, il y a une hiérarchie, à une norme. Et donc on est plus dans la qualité que dans le travail, et dans la qualité d'accomplissement, pas dans la qualité de bien faire, au contraire. Et donc on n'est plus une relation d'aide lorsqu'on est soignant, mais on est agent opérant, avec un protocole qui change très souvent, très rapidement, où on n'a plus le temps de se remettre en question. Moi, j'en parle avec beaucoup de soignants. Et puis, on accomplit des tâches où on ne met plus de subjectivité. Alors que le cœur du métier de soignant, de l'infirmier jusqu'au plus grand chirurgien, eh bien, c'est d'avoir aussi son apprentissage, bien sûr, en école, l'apprentissage et la transmission de ses pairs, le travail de réflexion collégiale, et puis aussi la subjectivité liée à l'expérience, voire même au ressenti. Et là, on est dans quelque chose de très protocolaire. Alors, je rappelle qu'une langue, c'est une invention avant d'être une convention.
Et nous sommes en train actuellement d'en élaborer une autre de langue, et avec elle de nouveaux concepts et surtout de nouvelles habitudes de vie. Et bien évidemment, s'il y a un an, on nous avait dit tout ce qu'on a traversé, personne ne nous aurait cru. Nous avons écrit une autre histoire sociale partagée, mondialement même, et nous avons communiqué, pas communié, mais communiqué avec de nouveaux termes ou des termes dont le sens a été changé, voire inversé. Et bien tout ça, ça a modifié notre perception du monde, notre façon de penser, donc notre façon de tenter d'interagir avec ce monde-là, avec ce réel partagé, tout en sachant qu'on est dans la peur, dans la psychose, dans la panique, rarement dans l'équilibre, rarement dans l'instant présent, rarement dans la lucidité. Donc ça fait un fatras incroyable et il y a des grands mots qui sortent avec des communications très émotionnelles et qu'on va s'accaparer pour communiquer. Et donc, à partir d'eux, on va penser une autre réalité qui ne sera peut-être pas absolument objective. Cet environnement que nous sommes en train de façonner, eh bien, il est moins social que technique, moins humain que mécanique, et moins froid que, eh bien, on va dire, que empathique. Et donc, il y a une question qui doit émerger dans tout ce que j'ai cité comme exemple, que tout ce que j'ai narré comme anecdote, et j'en ai oublié plein. Et je vous demande vraiment de partager, vous, en commentaire, ce que vous avez pu relever, parce que je prenais des notes au fur et à mesure que j'entendais comme ça des choses. Au milieu de tout cela, au milieu de tout ce que je viens de dire, très technique, très double sens, peu imagé en fait, mais par contre très abstrait, où est la place fondamentale de l'humain dans tout cela ?